is down. No. Sagan is down. Taken Van Avermaet with him. Et là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Bonjour tout le monde, bonjour à Hugo et Quentin que je reçois pour cet épisode 3 déjà de Dame et ses amis. Un plaisir de recevoir Hugo, on ne se connaît pas vraiment, on a échangé un tout petit peu sur Twitter, c'est la première fois qu'on se parle vraiment comme ça en live. Moi je conseille son compte à tout le monde, très intéressant, très fourni, j'arrive même pas à suivre tellement c'est actif, mais vraiment intéressant, quoi, c'est chouette. Quentin, une plus grande renommée déjà, hein. C'est un honneur de recevoir Quentin. Ah non, attends, j'ai pas fini. C'est un honneur de recevoir Quentin en tant que membre de Vélo Futé. Bon, Quentin en tant que lui-même, voilà, il fallait bien l'inviter un jour ou l'autre. Voilà. Non, mais donc voilà. Voilà, un plaisir de vous recevoir tous les deux, évidemment. Plaisir partagé. Donc voilà, je ne vais pas parler à votre nom. Si vous savez peut-être vous présenter vite fait d'où vous venez, quel âge vous avez, assez vite quoi. Quentin, vas-y, commence. Alors Quentin, je suis du sud de la Belgique. Ça s'entend. De la France. Et je suis de la région, je suis d'Aveyron, dans le sud de la France, voilà. Et je fais partie de l'équipe Vélo Futé. Et je suis avant tout Quentin Durand, qui se moque pertinemment de Damien Jacobs sur Twitter. Voilà, c'est ça. Mais tu es quand même le spécialiste cyclo donc, de Vélo Futé. Oui. Je le dis parce que c'est vrai que généralement, je demande aussi à mes invités, est-ce que vous êtes fan de vélo comme moi, c'est-à-dire dans le canapé devant la télé et je ne souffre pas, ou est-ce que vous montez sur le vélo? Donc toi, fatalement, tu montes bien sur le vélo. Oui, je roule pas mal et je fais pas mal de cols. Voilà, Ouais. je suis en charge de la rubrique cyclotourisme de Vélo Futé et je parle essentiellement de cols ou d'itinéraires montagneux et parce que je pratique et que j'aime ça. Voilà, je pourrais dire, je vais le dire quand même, que je conseille à tout le monde, sauf qu'à mon avis, les quelques personnes qui regardent cette émission, vous connaissez, ils me connaissent moi via vous, donc, mais bon, je conseille à tout le monde, s'il y a des nouveaux, de suivre Vélo Futé, évidemment, et moi, je te l'ai déjà dit, Quentin, moi qui suis justement dans mon canapé, tu me fais voyager, en fait, avec tes trucs, donc je conseille vraiment. On essaye, merci, c'est gentil. Hugo, je te passe la parole. Vas-y, dis-moi donc d'où tu viens, quel âge tu as, et est-ce que toi aussi, je sais en fait quand je dis est-ce que tu montes sur le vélo, j'ai vu que tu as repris il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer tes trucs sur Twitter, mais dis-nous un petit peu. Donc je m'appelle Hugo, j'ai un peu plus de 19 ans maintenant, donc je suis aussi français, je viens de Champagne. Ouais. Je fais un peu de vélo, mais vraiment au niveau loisir, même si donc il y a bientôt 2 ans maintenant, j'ai monté la Plagne, où je vais souvent en vacances, donc j'avais pris... La descente est beaucoup plus facile que la montée. Oui, c'est vrai. Ouais. Quoique des fois, ça ne se vérifie pas toujours. Ouais, c'est déjà... Moi, je ne m'imagine pas pouvoir faire ça, donc c'est déjà pas mal du tout. Moi non plus, je ne m'imaginais pas. Ah ouais, voilà, tu vois. Comme quoi, tout espoir n'est peut-être pas permis pour moi. Maintenant, moi, je suis déjà plus âgé, je ne sais pas si je suis encore dans les temps ou pas, mais... Bon, il n'est jamais trop tard, que vous me direz. Voilà, je sais. En plus, quand je vois les cyclistes, moi je cours un petit peu parfois. Et quand je croise les cyclistes, effectivement, il n'y a pas d'âge. Hein. Il y a des personnes assez âgées, ils ont un fameux rythme. Hein. Toi qui as 50 balais, en plus, ça va, tu as encore le temps. Ouais, c'est vrai que 50, j'ai encore un peu de temps. Mais je ne fais pas mon âge, ça, on me dit souvent. Bon, allez, on va enchaîner parce que Quentin, pour ne rien cacher aux téléspectateurs, est un peu pressé par le temps. C'est ça, les hommes célèbres qui sont fort demandés. Donc, on va enchaîner tout de suite avec le fil rouge. On va commencer par le plus jeune cette fois-ci. Je vais te demander, Hugo, de nous présenter peut-être ton top 3. En partant du troisième alors vers le premier. Donc, comme troisième, j'ai choisi Binyam Girmay. Ouais. Donc, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est donc sa victoire sur Gand-Wevelgem, premier coureur noir africain à remporter une classique du World Tour. Mais là, je regarde en même temps. Il a aussi fait 5e sur le 3. Il a fait 10e de Milan-Turin. Il a fait plusieurs top 10 d'étapes sur Paris-Nice. Il n'est pas loin à Milan-San Remo. Top 10, 15. Ouais. 10e, c'est ça. Puis il sort un beau mois de mars, pardon. Ouais, c'est vrai, très présent. Et là, on est
Et là, c'est passé aussi sur Twitter aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, son retour en Érythrée, où il y a tout le peuple qui est dans la rue. C'est impressionnant de voir à quel point c'est ouais, un j'ai pas héros vu. là. Ah, ça, je regarderai après. Ouais, ouais. Bah oui, là, c'est vraiment le précurseur. C'est historique ce qui se passe. Donc, ouais, ouais. Surtout qu'il a que 21 ans. C'est ça, ouais, ouais. Ok. En 2. Donc en deuxième, j'ai choisi Van Aert. Ouais. Donc en prenant en compte que Mars, donc ça exclut son Omloop qu'il a gagné de façon assez impressionnante aussi. Mhm. Mais donc il y a Paris-Nice avec la première étape, le triplé Jumbo, donc l'étape remportée par Laporte. Il remporte le chrono, il prend le maillot jaune. Et l'étape, la dernière étape, l'étape de Nice, où il sauve Roglic. Ah ouais, complètement. Ouais, ouais, très impressionnant. Et on alors, rajoute à ça donc, la victoire sur le 3 aussi. ouais, ouais, sur classement aussi. Enfin, sur classement. Il a la porte avec, mais il a été gentil de l'attendre. Enfin, hein. Ouais, ouais, ouais. Pour faire une belle photo. Voilà, c'est ça. Il fallait faire la photo. Bah, il fallait répondre à la photo de Paris-Nice, en fait. Hein. Même si je pense que la photo de Van Aert qui arrive tout seul avec le maillot de champion de Belgique, ça aurait été pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, en 1? En 1, bah, sans grande surprise, même s'il a été un poil moins bon aujourd'hui. Enfin, après, quand on s'appelle Pogacar, être un poil moins bon, ça veut dire top 10 sur une classique pavée pour la première fois de sa vie. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc Pogacar qui remporte l'Estrade Bianche avec la manière, qui remporte Tirreno avec la manière, qui fait exploser à peu près tout le monde sur Milan-San Remo, même s'il ne gagne pas et termine 5e. Et donc là, le top 10 aujourd'hui sur Varsdorf-Flanderen, j'ai pas du tout l'accent, mais c'est pas grave. Non, bah, tu l'as pas mal dit. Tu sais, pour un Français, tu ne l'as pas mal dit. Non, bah, fatalement, je peux que te rejoindre. Je parlerai de mon top 3 après, mais assez cohérent, évidemment. Voilà. Les deux premiers étaient évidents, et pour le troisième, j'ai voulu aussi parler de Guilhermet, qui a fait quand même quelque chose, justement le côté historique. Je pense que c'est ça qui m'a fait choisir lui plutôt qu'un Pedersen ou un Laporte. Ouais. Ah, c'est marrant que tu sais de ces deux-là. Ouais, voilà, je vais d'abord laisser parler Quentin et puis je donnerai les miens. Mais voilà, Quentin, est-ce que tu vas nous apporter des différences ou est-ce que tu vas répéter toi-même? Non, je ne vais pas apporter grande nouveauté. Bon, le premier Pogacar, ok. Van Aert aussi en 2. Mais en 3, par contre, je mettrais Van Der Poel. Parce que justement, il fait que quelques jours en mars, il revient d'un peu nulle part. Et par contre, il n'est pas loin de claquer Milan-San Remo. Et là, cet après-midi, il a été monstrueux. Ouais. Donc, je le mettrais plutôt lui par rapport surtout au fait qu'il revienne. Voilà. Il n'a pas beaucoup de jours de course et on sait que ça peut manquer. Et au problème de dos qu'il a eu, eh bien, un grand chapeau et en plus, il assume son statut. Il revient, c'est lui qui tue un peu tout le monde. Voilà. Moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, je le mets en 3. Ouais, je comprends. Bah, j'ai pas vu la course, mais justement, on parlait un peu avec Hugo en t'attendant parce que j'ai pas eu du tout l'occasion de regarder. Et ouais, apparemment, c'était vraiment une course sympa. Et le voir déjà là, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est impressionnant. Et alors, ben, justement, je vais enchaîner moi sur mon top 3. Et du coup, si j'avais eu ce résultat-là, je ne sais pas si je ne l'aurais pas mis dans mon top 3. Et il va pâtir du fait que j'avais fait mon top 3 avant et que je n'ai pas vu la course. Donc malheureusement, je le laisserai médaille au chocolat, 4e, Van Der Poel. Moi, je ne vais pas non plus en rajouter beaucoup. En 1, Pogacar, d'accord avec tout ce qu'Hugo a dit. En 2, Van Aert, d'accord avec tout ce que Hugo a dit. Donc, pas grand-chose à dire en plus. En 3, j'ai hésité, parce que c'est vrai que c'est un peu plus ouvert pour la 3e place. Moi, j'avais envie de mettre Tim Merlier quand même en avant. Tim Merlier, il gagne une étape sur Tirreno. Il gagne à Lanquereux. Il gagne de Panne. Il est 3e à Coxide, 6e à Wevelgem où je ne le voyais pas passer avec les meilleurs. C'est vrai que bon, il y a eu des regroupements, etc. Mais enfin, il est quand même là pour faire 6e. Donc voilà, j'avais envie de mettre Tim en avant sur ce top-ci. Après, ouais, c'était ouvert, il pouvait y en avoir plusieurs. On aurait pu en mettre d'autres. Hein. Ouais. On aurait pu mettre Mohoric, parce qu'il fait bien sûr. un de fou. Bien sûr. Et il fait un Milan-San Remo de fou, mais il fait des très belles flandriennes pour l'instant aussi, en plus. Donc, ouais. Même, il y a Higuita qui a été omniprésent tout le mois de mars et qui. Ouais, il est dans mes coups de cœur.
Parce que justement, Ouais. je vais vous proposer de parler, si vous avez des coups de cœur, mais puisque tu as pris la parole, continue. Si tu as en dehors de mériter une place, peut-être pas toujours, mais des coups de cœur, vas-y, justement, j'allais vous en demander, donc continue sur ta Ben lancée. après, je suis pas fan de Merlier et de Mohoric, donc du coup, forcément, c'est très personnel, donc j'ai du mal à les mettre dans mes coups de cœur. Par contre, j'aime beaucoup Guita, parce Mhm. en fait, pareil, il est toujours à l'attaque. C'est un petit grimpeur colombien, très punchy aussi. Il est toujours placé en Catalogne. Il fait 5, 4, 3, 2, et il gagne le général. Euh, il fait 10e sur la Stradé. Enfin, voilà, même par rapport au début d'année, moi, c'est mon coup de cœur qui continue au mois de mars. Voilà. Bah, c'est sûr qu'il irait mieux, je vois mieux Higuita à la Kelmé que Merlier, hein, ça on est d'accord. Donc j'imagine bien que tu préfères Higuita, oui. Et puis Higuita, ce Ça a qui J'ai pas entendu, ça a coupé. Heureusement que ça a coupé. Pourquoi? Ah, je croyais que tu te moquais de moi. Non, je disais, c'est sûr qu'Higuita aurait plus sa place à la Kelmé que Merlier. Je comprends qu'Higuita, ça Ah te oui, parle plus que complètement. Merlier, ouais. Ah oui, moi je suis grimpeur. Moi je suis grimpeur colombien. Ouais, voilà, c'est ça. Tu disais, Hugo? Puis Higuita aussi, c'est le coup de panache. Je crois que c'est sur la Oui, hein. Avec cinquième Carapaz, étape. ouais. Ils partent à plus de 100 km avec Carapaz. Ouais, C'est énorme. magnifique, ouais. Ouais. Ah, clairement, moi, C'est c'est ça dans qu'on mes veut coups de dans cœur aussi. C'est dans mes coups de cœur le coureur lui-même, mais surtout le numéro, ouais, effectivement. Moi, dans mes coups de cœur, j'en avais noté pas mal. Ben, fatalement, Guirmet, ça faisait partie, et Van Der Poel aussi, Ouais, mais on l'a Guillermet déjà aussi. évoqué, ouais. Hein. Maintenant, moi, j'ai un coup de cœur, c'est peut-être parce que je suis belge, mais c'est de Lee. Incroyable, il vient encore gagner à Montserrat. Il fait un sprint de bûcheron sur quelle course? Je ne sais plus, Ouais, où Ackermann chute là, et il repart de nulle part, et le voilà qui arrive encore à faire c'est le un sprint gros dans le bœuf. final. Ouais, C'est ouais. un gros bœuf. Lui. Ouais, lui, il va nous valoir pas mal de satisfaction, je pense. Voilà, j'y croyais un petit Et peu, je le l'auto en voyais a pas besoin. si vite. S'il te plaît? Et l'auto en a besoin. Ah oui, et l'auto, on a besoin, et on va en parler après, effectivement. Ça va faire beaucoup de bien à l'auto. Et puis, j'avais noté pas mal de trucs. Moi, un truc qui m'a plu, c'est de nouveau en tant que Belge, c'est Brooks et Van de Nabel. Finalement, quand on regarde, un abandonne et l'autre est loin. Mais ils ont fait des belles choses en Italie. Brooks et en Catalogne, Van de Nabel. Il a essayé pas mal de trucs, Van de Nabel. Moi, j'y croyais pas trop cette année. Et il est déjà en train un peu de me faire mentir, même si les résultats sont pas nécessairement là. Hein, mais voilà, je trouve au niveau, quoi. Il joue Est-ce avec que, et je trouve ça bien. ouais, j'ai peur que ça soit un Van Hoek bis. Eh ben, je trouve qu'ils sont pas tellement comparables, figure-toi. Moi, je suis déçu par Vanouk. J'attendais plus de Vanouk. Je croyais plus en Vanouk. Mais Van de Nabel, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup plus d'initiatives, etc. Je commence à croire plus en Van de Nabel qu'en Vanouk, en fait. Mais bon, on verra. Hein. On verra. Et alors, un truc qui m'a plu et qu'on n'évoque pas nécessairement, c'est Yates, quand il gagne son étape sur Paris-Nice, la dernière. J'ai adoré le final où il arrive quand même à tenir, même si Roglic, on voyait qu'il était limite, mais il arrive à tenir Roglic et Van Aert à 10 secondes tout du long, pendant des kilomètres. Je trouvais ça vraiment impressionnant parce que c'est pas sa spécialité à la base. Ça m'a plu de voir ça aussi, en fait. C'est vrai. Tout à fait. Tu avais des trucs, toi, Hugo, que tu aurais voulu évoquer en coup de cœur sur le mois? J'en ai noté beaucoup. Donc, Ouais. puis je vais noter Enoch Mouloubran, qui s'est illustré au championnat d'Afrique la semaine passée. Donc, qui remporte la course sur route, qui remporte le chrono par équipe. Et il y a comment dire, il y a des problèmes autour du chrono individuel où apparemment ils n'ont pas enregistré son temps correctement. Enfin, il finit deuxième, mais il aurait fait un meilleur temps que le premier. C'est un peu compliqué. Ah ouais. Ça fait polémique, mais il aurait théoriquement pu remporter donc les 3 épreuves auxquelles il a participé sur les championnats d'Afrique. Donc, Mouloubran, pour resituer, c'était la pépite à venir de la Kubeka, donc qui a retrouvé un contrat chez Bike, donc en Conti en Allemagne, et qui fait un bon début de saison. Donc, en montant un peu, il a fait 6e du Tour d'Antalya, 5e du Tour du Rwanda, donc il sort un bon début de saison et un peu comme pour Guillermet, c'est l'occasion de parler de nationalité un peu plus, Ouais, je vais pas dire discrète, mais de moins évoquée. Ouais. Et aussi comme autre coup de cœur, donc en cyclisme féminin, Balsamo qui a été impressionnante aussi, qui a remporté le trophée Obinda. J'ai pas tout noté, mais qui a remporté Gand Wevelgem aussi, je crois.
Je crois. Je t'avoue, je suis moins le cyclisme féminin. J'aimerais bien, mais si je suis trop le cyclisme féminin, je crois que je me sépare de ma compagne parce que trop, c'est trop. Et donc, il faut faire des choix dans la vie, mais je crois que j'ai vu passer. Ouais. Ouais, bah voilà, elle a gagné. Elle a fait. En mars, elle a fait 45e d'Estradé, 2e à Drenthe. Elle a gagné Binda, elle a gagné Bruges de Panne et elle a gagné Gand-Wevelgem. Oui, elle a tout gagné. Ouais, pas mal. Donc là, c'est. Ouais. Et à contrario, ah oui, tu avais encore, vas-y, si tu en as encore, dis-moi. Non, bah, je regarde dans ce que j'avais noté, il y a Hofstetter qui est impressionnant de régularité aussi sur les classiques, bah, notamment en Belgique. Même si on a vu en Catalogne qu'il commençait à être un peu cuit. Il avait plus de mal, mais il a enchaîné les top 10, voire mieux depuis le début de saison. Ouais, c'est vrai. Et en niveau déception, est-ce que tu as une déception particulière, une ou deux, quoi, des gens dont tu attendais plus, ou enfin, je sais pas. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a un peu. Pas vraiment une déception, mais la fin de Paris-Nice de Pierre Latour, qui avait été solide sur le début, qu'il avait fait le coup du kilomètre sur la première étape. Derrière les Jumbo, il avait pris quelques secondes. Il avait été pas mal sur le chrono, mais sur les 2 dernières étapes, il a eu plus de mal. Mais bon, je crois qu'il y a eu un problème mécanique sur l'étape de Nice qui l'empêche aussi de défendre correctement ses chances. Mais il avait été intéressant sur quasiment tout Paris-Nice et il a eu plus de mal sur la fin. Mais voilà, c'est pas vraiment une déception, c'est plus dommage, mais il avait été impressionnant au début, donc c'est peut-être plus proche du niveau réel, entre guillemets. Ouais, c'est plus à la limite une déception personnelle qu'une déception sur lui, son niveau, parce que c'est vrai que Total était pas mal au début, ils ont montré des belles choses, et Latour, effectivement, aussi, ouais, je suis d'accord avec toi. Toi, Quentin, tu avais quelqu'un qui t'a, enfin, un coureur ou l'autre qui t'ont déçu un peu, hein? Enfin, qui t'ont déçu, tu attendais mieux. Ouais, je dirais 3. Bon, Ethan Hayter, même s'il a gagné 2 ou 3 courses, il m'a quand même déçu sur son niveau de façon générale, où on l'attendait un petit peu mieux dans les bosses et sur du sprint. Hein. Là, il revient un petit peu, mais bon, globalement, il m'a déçu. Tom Pidcock également, il m'a déçu. Alors, il a été malade, mais bon, je l'attendais à un niveau un petit peu plus important. Il a été assez transparent, il n'a pas pesé du tout sur les courses. Alors là, cet après-midi, il fait 3e, mais on en attend plus de sa part. Et Arnaud Desmar, qui on ne sait plus si c'est un sprinter ou si c'est un puncher ou si c'est un rouleur. Il a critiqué son train avant-hier. Alors, je n'ai pas lu l'intégralité de l'interview, mais bon, il ne se remet pas forcément en question lui directement. Ça commence à durer un petit peu. Voilà, est-ce que c'est vraiment un sprinter? Je pense qu'il devrait mieux de se mettre sur les classiques pavés et d'arrêter le sprint. Voilà, je suis assez déçu de son niveau, même très déçu. Je souris parce que on l'avait évoqué en fait dans le 2e épisode avec Baptiste et avec Laurent. Et moi, c'est ce que je pense. Desmar, je ne dis pas qu'il ne gagnera plus au sprint massif, il a des qualités au sprint, mais je le trouve par contre vraiment intéressant en homme de classique s'il partait là-dessus. Mais vraiment, vraiment, quand je vois comment il a gagné le Paris-Tour l'année passée, par exemple, et voilà, c'est ça. Il devrait plus partir là-dessus, je pense. Alors, le truc que tu dis sur le trail, je l'ai vu passer aussi. Moi, je ne connais pas bien, mais il me renvoie l'image d'un gars hyper correct et tout ça. Donc, je me méfie d'un truc qui est sorti comme ça de son contexte, peut-être. Parce que voilà, ça ne ressemble pas au garçon, je pense, mais je ne le connais pas plus que ça. Je ne suis pas de très, très près, mais voilà. Mais je l'ai trouvé globalement en forme, ceci dit. Même si c'est dommage parce qu'effectivement, ça ne paye pas. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas alors qu'on a l'impression qu'il est plutôt en forme par rapport à l'année passée, je trouve. Mais même si on ne connaît pas le garçon, ben moi, c'est très personnel, mais je ne supporte pas quand on critique les autres. Ah, mais oui, tu as raison. Je trouve que c'est une excuse. Alors après, est-ce que c'est sorti du contexte ou pas? Mais même, ça ne se dit pas. Il a des mecs qui lui sont attitrés. C'est quand même énorme. C'est une chance inouïe. Ben, tant pis, il vaut mieux rien dire, en fait. Et ça rajoute de la frustration chez moi envers lui parce que il vaut mieux rien dire, même si tu penses que dézinguer tes collègues. Je pense que ça se règle en interne et ça se fait pas. On lave son linge sale en famille. Ouais, bah, oui. Bah, nous, on est habitués avec les petits Remco Evenepoel qui critiquent Van Aert et qui se rendent l'appareil. Nous, on sait ce que c'est, tu vois, tout ça. Hugo, je crois que tu voulais réagir à ce que Quentin disait sur Desmar. Déjà, pour la partie sur les propos sur le train,
je pense qu'effectivement, ils peuvent se le dire entre eux, mais effectivement, dans la presse, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et le problème, entre guillemets, qu'aurait Desmar pour moi, c'est qu'il sait pas vraiment. Et je pense que la FDJ ne sait pas s'il vaut mieux qu'il soit un sprinter ou un coureur de classique, mais ils veulent le garder comme sprinter parce qu'ils ont personne. Enfin, il y a eu Staro qui a été un moment le deuxième sprinter, ça n'a pas été une réussite. Voilà, et ils n'ont pas encore. Il y a Penoet, donc de la Conti, qui est envisagé peut-être pour prendre le rôle de futur sprinter numéro 2. Mais tant que Desmar est le seul qui peut jouer la victoire sur les sprints massifs, il ne pourra pas se consacrer complètement au classique. Ouais, c'est un problème. Le problème de la FDJ, c'est qu'ils ont quand même un problème de positionnement sur absolument tous les leaders qu'ils ont. C'est vrai. Et peut-être que le problème du positionnement, il vient du DS plus que de l'équipe en soi. Mais moi, c'est très personnel. Encore une fois, il manque quelqu'un à la tête de la Groupama et je pense que Marmadiou, il a fait son temps. Moi, je vais vous livrer mes déceptions. Alors, je vois le temps qui avance, donc on ne va pas s'éterniser, même si pourtant il va y avoir matière à discuter. Oui. Pidcock, je te rejoins. Après, bon, aujourd'hui, il fait un super résultat et bon, il était malade, etc. Mais c'est vrai que je l'avais noté dans ma liste de déceptions. Heiter, ça m'a moins marqué ce mois-ci, mais on l'avait évoqué, nous, dans l'épisode précédent. Il nous avait déjà déçus le mois avant. Alors, il y a un truc qui m'a agacé, c'est pas une déception de coureur, c'est Almeida, Ayuso, comment ils ont roulé sur la Catalogne. C'était du grand n'importe quoi, les deux. Ça m'a agacé très profondément. Surtout que j'aime bien Almeida, c'est pas un secret, donc voilà. Alors, je vais citer un truc peut-être un peu étonnant. Dans mes déceptions, le gars il gagne Paris-Nice, mais j'étais un peu déçu par Roglic. Disons que je n'ai pas été rassuré. C'est pas que j'étais déçu, c'est que je n'ai pas été rassuré parce que moi, avant la saison, et on a eu ce débat aussi dans l'épisode 2 avec Baptiste notamment, et avec Laurent. Nous, Laurent et moi, on y croyait à Roglic face à Pogacar. Baptiste dit non, c'est fini, il y a un monde de différence. Et ben, j'ai tendance à penser que Baptiste a raison quand je vois ça. Maintenant, on est encore au début de saison, on n'est pas encore sur le tour, mais voilà, je pense qu'il y a un monde de différence, effectivement. Donc voilà, c'est une petite déception. Et alors, là où il y a matière à discuter, ben, on ne va pas revenir dessus à chaque fois qu'en plus j'ai Quentin qui est là, mais c'est Evenepoel. On ne peut quand même pas passer à côté de ça, son Tirreno, alors qu'on croit en ses capacités ou pas. On a déjà eu plein de débats sur Twitter avec Quentin. Là, ce qui s'est passé. Il est très, 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 très loin. C'est pas le fait qu'il joue pas la gagne, qu'il fasse 10 ou quoi, peu importe. Ça, on peut entendre. Là, il finit derrière des mecs, j'ai plus le classement, mais il finit derrière des mecs, c'est pas possible, quoi. Le jour où il se plante, là, c'est quand même catastrophique. Tu peux perdre, mais. Enfin, pour moi, c'est vraiment une claque parce que déjà, tu sais bien qu'au début, j'y croyais beaucoup plus, mais tu as fini de me convaincre. Donc, ok, mais il perd trop même encore par rapport à ce que tu dis. C'est pas normal, il y a un juste milieu à un moment donné. Là, c'était catastrophique. Bon, après, je dis ça, il a su maintenir plus ou moins. Il ne s'est pas effondré. Il a perdu beaucoup, puis il a maintenu plus ou moins. Mais c'est loin de ce que j'attends. Ouais, c'est loin de ce que j'attends de lui, quoi. Pour moi, c'est une vraie grosse déception ce qui s'est passé sur Tirreno. Et quand j'entends il n'a pas, parce qu'il doit se transformer, parce qu'il y a les classiques aussi qui arrivent, c'est prévu depuis le début de saison, qu'on arrête. Mais bon, les autres, ils sont partout. Ouais. Les autres sont partout, et puis qu'on arrête. Lefebvre, il veut qu'une chose, c'est gagner un grand tour avec Evenepoel. Alors tu le fais travailler pour gagner d'abord des Tirreno, etc., pas pour le préparer pour un Liège-Bastogne-Liège ou quoi que ce soit. Hein. Pour moi, ça, c'est des fausses excuses. Hein. Je ne dis pas qu'il ne sera pas mieux un peu plus tard, hein, mais voilà, pour moi, ça a été vraiment une grosse, grosse claque, quoi, Evenepoel. Toi, Hugo, Evenepoel, bon, Quentin, évidemment, tu peux parler pour ceux qui regardent, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ton avis, donc tu peux peut-être vite rappeler en 2 minutes ce que tu penses d'Evenepoel, parce que c'est intéressant, et puis après, on verra ce que Hugo pense de ça. Quoi. Et alors moi, Evenepoel, c'est un super coureur, un grand talent, potentiel XXL. Mais pour moi, la morphologie qu'il a et les capacités qu'il a, c'est plus un très gros rouleur qui peut à la limite peut-être se transformer s'il maigrit à l'instar d'un Wiggins ou d'un Thomas, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, dans les forts pourcentages, et comme Wiggins ou Thomas l'était, n'est pas capable de changer de rythme, donc il monte au train et il essaye peut-être des fois de suivre les personnes qu'il ne faudrait pas, il explose complet. À côté de ça, il a peut-être un mental un peu plus friable, bien que je pense qu'on lui trouve trop d'excuses par rapport à son mental. Je pense qu'il n'a juste pas les capacités aujourd'hui physiques pour être très bon en montagne. Et de toute façon, rapport poids-puissance, il est trop lourd. Et ça, il y a juste à le regarder sur un vélo et le comparer aux autres. Donc, si on l'explose dans les 9%, ce n'est pas parce qu'il n'a pas mangé, ce n'est pas parce qu'il a c'est juste
parce qu'il n'a pas les compétences pour, et point. Et après, ça reste un super coureur, col roulant et tout, il ira très loin. Mais t'es sûr Et qu'il n'y avait pas un petit caillou là dans l'ascension? Parce qu'il n'aime pas trop Oui. quand il y a des graviers. Ça, au Donc je me début. dis qu'il y a peut-être un caillou qui est arrivé sous son boyau ou je sais pas. Après, il y a un gros caillou qui s'appelle Pogacar et qui met une minute à tout Oui, le ça monde. c'est vrai donc, aussi. Mais Non, voilà, Bah, après, voilà. mon avis, il est là. Hugo, dis-moi ce que tu en penses. En dehors de, bah oui, bien sûr, ça Pogacar, voilà, mais il est quand même loin derrière d'autres, quoi. Oui, c'est ça. Evenepoel, j'ai jamais vraiment été très fan du. Bah, déjà, il y a une forme. Je sais pas si c'est une impression que je me fais. J'ai l'impression qu'il est pas forcément hautain, mais qu'il est pas forcément le plus modeste du peloton. Bah ouais, Mais je je crois pense. qu'on est tous d'accord là-dessus. Enfin, tous d'accord. Peut-être pas ceux qui sont vraiment fans, non, mais sinon on est d'accord. Ouais. Mais il y a peut-être quelque chose du fait qu'il est, comme il a été très fort jeune, peut-être qu'on s'attend à trop de sa part aussi. Et je pense que au niveau du chrono, on a vu que c'est un des meilleurs mondiaux. Bah, il a Oui. déjà plusieurs médailles de Largement. championnat du monde. Top 3 Mais mondial. voilà. Mais justement, les comparaisons que tu faisais avec Wiggins, par exemple, ou avec Thomas, c'est des qui me semblent intéressantes. Ou s'il gagne un grand tour, ce sera plutôt sur les chronos que sur la montagne, c'est sûr. Ouais. Oui, disons qu'il limitera la casse comme Thomas et Wiggins le faisaient sur des ascensions très pentues où Wiggins était mis à mal par des bardés, par des ci, par des ça. Evenepoel, il va souffrir. Mais si c'est des cols roulants, comme on a eu dans certains grands tours, comme au Tour de France, notamment avec des longs chronos, il peut faire un truc. Et il faut arrêter de penser que Evenepoel, il est meilleur sur du 10 ou 12% que des purs grimpeurs. Ce n'est absolument pas vrai. Il ne sera jamais au niveau. Et après, il a, je ne vais pas dire le désavantage, mais comme les grands, comment dire, on peut penser que les organisateurs de grands tours, ils vont faire des parcours pour leurs coureurs nationaux. Ben, c'est quelque chose qui a été dit sur le Tour 2020. C'était un tour qui était tracé pour Pinot, avec quasiment pas de chrono. C'est un chrono difficile, des choses comme ça. Et justement, Evenepoel étant belge, il peut pas avoir un grand tour de Belgique qui soit taillé pour lui. Donc c'est une contrainte, on va dire, qu'il y aura en plus par rapport à d'autres qui peuvent avoir des grands tours un peu plus sur mesure. Ouais. Après, Voilà. il peut gagner une Vuelta, je pense. Hein. Une Vuelta où les cols sont quand même un peu courts, il peut tenir. Je le vois à la limite peut-être plus gagner une Vuelta qu'un Giro ou en tout cas à court terme. On verra. On verra sur la Vuelta de toute façon. Ça sera un bon indice. Cette Vuelta cette année-ci, ça ne voilà. voudra pas tout dire. S'il se plante cette année, ça ne veut pas dire non plus que ce sera fini, parce que la transformation, comme quand elle évoque, elle peut venir plus tard aussi. Mais ce sera quand même un bel indice, quoi. Ouais. Ok. Alors, on va passer maintenant à la deuxième rubrique qui est l'actu. Alors, en actu, qu'est-ce que j'ai noté? D'abord, la présence de Pogacar sur le run, parce que c'est pas rien, et que le run, là, je ne vais pas dire c'est demain, mais on y est presque. Alors, je voulais un peu avoir votre avis sur ce qu'il peut faire. Bon, vous, si vous avez vu la course aujourd'hui, vous avez un peu des éléments. Est-ce que pour vous, il peut gagner le run un jour? Est-ce qu'il peut le gagner cette année? Est-ce que ça vous hype ou pas du tout de le voir là se battre, ou est-ce que j'aime pas trop parler dopage, etc. Mais je sais que bon voilà, quand on parle Pogacar, malheureusement ça revient souvent, ça vous saoule un peu de le voir hyper présent. Donc j'aurais bien un peu vos avis. On va commencer par Hugo cette fois-ci. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de tout ça en fait. Voilà. Déjà aujourd'hui, on a vu quelque chose qu'on voit pas souvent, qui est Pogacar, qui est pas dans le groupe de tête. Ouais. On a vu, bon, après, c'est quelque chose qui a été dit, c'est aussi qu'il n'a pas l'expérience du placement sur les courses comme ça. Donc, c'est pour ça que je pense que pour cette année, ça m'étonnerait qu'il gagne le Ronde, mais qu'une fois qu'il aura pris de l'expérience, ça me surprendra absolument pas. Et après, une autre remarque que j'avais vue, je me rappelle plus où, mais c'était qu'il y a quand même une forme de risque à se tester sur les pavés aux rondes, donc qui est quand même une course très, très difficile, par rapport à un Roglic ou un Dani Martinez qui sont allés se tester à Denain, qui est une course qui a été moins disputée et encore, mais qui est moins difficile, donc qui permet un entraînement qui est un peu plus sécurisé, on va dire. Est-ce que pour toi, il y va uniquement pour... Alors, l'objectif premier, c'est ça, mais il n'a pas une petite idée derrière la tête quand même. Lui, il sait qu'il est capable, il a le profil. De toute façon, Pogacar, je pense qu'il vient toujours pour gagner, quelle que soit la course. Ouais. Et voilà. Mais voilà, là, il vient pour découvrir les pavés, c'est sûr. Mais s'il a l'occasion de gagner, il ne va pas la laisser passer. C'est évident. Ouais.
Et niveau expérience, évidemment, on le dit toujours et je suis d'accord avec toi. Moi, le seul truc qui me fait penser qu'il pourrait, ce sera mon regret, et il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, Alaphilippe était le plus fort sur le round, je ne sais plus quelle année, enfin c'est récent, hein. Et s'il n'y a pas la chute, je continue à être persuadé qu'il gagne. Mais qu'il gagne, je suis persuadé de ça. Pour moi, il les lâche un peu dans les monts. Les deux, là, super rivaux, ils se regardent et on ne voit plus Alaphilippe. Voilà, Je resterai toujours l'avantage. persuadé, en fait. Toi, Pogacar, sur le round, du coup, tu penses qu'il peut gagner? D'abord, ça te plaît de le voir hyper présent ou pas? Tu penses qu'il peut gagner cette année, plus tard? Alors, déjà, j'ai appris qu'on disait le Rond en belge. Le round, Moi, je disais le van Rond. der Round. Ouais. Moi, je disais le Rond avec mon accent. Oui, ça me plaît parce que déjà, j'aimerais bien qu'il gagne les 5 monuments. Ça fait longtemps que je suis content que j'ai quelqu'un avec moi, tiens, figure-toi. Ok. Parce que je trouve que ça serait bien d'assister à ça, parce qu'au final, on attendait Philippe Gilbert et on ne l'a pas eu. Je suis content qu'en fait, on n'ait pas un mec hyper spécialisé comme on le pouvait le regretter à l'époque. Et d'ailleurs, c'est Vélopignon qui nous a fait passer un texte dessus qui était pas mal sur l'hyper spécialisation des gens, des coureurs, pardon. Et je trouve que Pogacar, c'est bien parce qu'il montre qu'il est tout simplement que c'est le meilleur. C'est pas le meilleur comme Froome était sur les grands tours ou comme Armstrong ou comme Contador. C'est le mec, il est hyper polyvalent. Ben, il a raison de tout tenter et d'aller essayer de gagner le round. Je pense qu'il est largement dans les clous pour le gagner. Mais alors largement, je pense qu'il a largement les compétences. C'est le seul mec que je vois gagner les 5 monuments avec Van Aert. Et moi, ça me hype grave. Ouais. J'aime pas le coureur du tout, pas du tout. J'aime pas les mecs qui gagnent tout. Mais ça me ferait plaisir en fait de voir quelqu'un réaliser un exploit pareil. Au-delà du dopage. Hein. Oui, bah, après, moi, le dopage, voilà, je sais, il y a des indices plus sur ça. Ouais, voilà, j'essaye de faire abstraction de tout ça. Maintenant, je sais que parfois, on me dira, ouais, mais t'es con, c'est trop gros, c'est naïf, etc. Mais voilà, je veux dire, comme tu dis, pas vu, pas pris. Moi, dopé, je passe pas. De toute façon, de toute façon, je sais bien que toi, tu ne passes pas les pavés. Mais si, hein, t'as pas fait les pavés, toi, hein, pour la reconnaissance. J'en ai fait quelques-uns, mais je veux dire, le mec, il est juste bon, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Du coup, ouais, ben, moi, je suis un peu comme toi. Hein. Ça me hype beaucoup. Moi, je suis même, pas dire plus fan que toi, parce que toi, tu me dis pas particulièrement le coureur. Moi, je l'aime bien. Et ça m'agace, même si je peux comprendre quand on me critique quand je parle du panache du coureur et on me dit, ouais, ben, c'est facile quand tu es le plus fort. Ben oui, c'est facile quand tu es le plus fort. Ce qu'il a fait sur l'Estradé, je suis désolé, pour moi, c'est du panache. Il peut très bien partir de la dernière bosse. Enfin, voilà, le gars, il se lance, il part. Non, moi, je trouve vraiment rempli de panache tout ça et j'aime vraiment beaucoup le coureur. Et comme tu dis, la présence un peu sur tous les terrains et cette volonté de gagner, moi, ça me plaît énormément. Et le run, il l'aura, si ce n'est pas cette année, il l'aura. Après, il faut voir s'il reviendra. Ah oui. Il devrait revenir. Il peut même gagner Paris-Roubaix. Hein. Il peut même gagner Paris-Roubaix. Hein. C'est plus dur Paris-Roubaix que le round, mais bon. Oui, c'est là que j'ai le plus de doutes pour Pogacar, c'est Paris-Roubaix. Et quand tu disais Van Aert, Van Aert, j'ai plus de doutes sur la Lombardie. Mais ces deux mecs-là sont capables, sur une édition un peu surprenante, effectivement, d'aller chercher, je pense. Donc voilà, ouais. Je pense aussi que c'est le plus capable. Bon, il y a toujours Van Der Poel aussi, tu ne sais jamais non plus ce qu'il pourra faire ou pas. Il est plus limité pour l'instant sur une Lombardie, je ne le vois pas, mais bon, voilà, on ne sait pas hein, avec ces gars-là. Hein. Donc voilà. Alors en actu, c'était pas vraiment. Enfin, si, on peut dire quand même que c'est une actu. Je voulais parler un peu de la domination slovène. Parce que donc on a Pogacar, fatalement, on vient de l'évoquer. On a Roglic qui gagne quand même Paris-Nice. On a Mohoric qui gagne Milan-San Remo. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, moi, j'ai noté, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'envoyer ce que j'ai lu, Gérard Bulens, qui est donc le consultant sur la RTBF, qui commente avec Rodrigo Benkens. Lui parlait notamment d'une politique sportive qui n'est pas à négliger, c'est-à-dire les coûts. C'est fort abordable de faire du vélo, on met des vélos à disposition, on leur fait faire 3 heures de sport très jeunes, on détecte les talents, etc. Rodrigo Benkens, alors ça ne se contredit pas, ils étaient d'accord tous les deux, mais lui mettait plutôt en avant bêtement du hasard. Il fait aussi qu'on a parfois des séquences, et moi je repense toujours à ça parce qu'on a connu, nous en Belgique, Kim Clijsters et Justine Henin, numéro 1 et numéro 2 mondial de tennis féminin, et oui, c'est un peu du hasard, ça ne veut pas dire qu'il y a
pas de bon travail derrière, ben voilà, depuis lors, on n'a pas reconnu d'aussi grandes choses. Donc, c'est vrai que parfois, tu peux avoir un petit coup de hasard qui fait que deux champions arrivent en même temps dans un petit pays. Et puis alors, de nouveau, même si je dis que j'aime pas le dopage, on va dire, pourtant, tu en parles beaucoup. Il y en a énormément qui parlent qui rattachent les coureurs slovènes au dopage. Voilà, vous avez mon avis, hein, comme je dis. Moi, je suis très loin de penser qu'une nation, en plus, une nation avec des coureurs dans différentes équipes, que ce serait lié à la nationalité, j'y crois pas. Mais bon, je peux me tromper. Ben, Et il voilà, y donc avait je une voudrais. stat, Ouais, vas-y. il y a une stat justement, je me rappelle plus exactement de la stat, mais sur les dernières années, il y avait plus de la moitié des coureurs pro slovènes qui avaient été contrôlés positifs ou quelque chose comme ça. Bon, après, à l'époque, il n'y en avait pas tant aussi, donc pour peu qu'il y en ait 5 et qu'il y en ait 3 qui se fassent choper, voilà, ça monte Ouais. vite les taux. Ouais. Après, Et c'est ouais, quelque chose qui pourrait être aussi argumenté, c'est qu'il y a eu beaucoup, en proportion, il y a eu un taux important. Mais ouais. Et vous pensez, ça peut venir de la politique sportive? Vous pensez, voilà, hasard, comme je disais, ou comme Rodrigo Benkens l'évoquait, est-ce que vous pensez que c'est peut-être hasard? Est-ce que vous pensez, en gros, bon, Pogacar, on en a encore pour longtemps, mais Roglic, pour quelques années, mais voilà, il est plus âgé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une culture du cyclisme en Slovénie qui fait qu'on aura toujours des champions slovènes, ou bien l'ère de la Slovénie va s'arrêter et voilà, c'était une parenthèse dans l'histoire cycliste, si je peux dire ainsi. je pense qu'on aura toujours des coureurs slovènes de haut niveau, mais pas toujours des Pogacar ou des Roglic. Elles seront peut-être plutôt des fois plus en second rang. Comme je prends l'exemple du cyclisme français qui est souvent mentionné, il y a eu une époque, année 2000, début 2010, où il y avait il y avait un creux dans le cyclisme français qu'a vu après l'arrivée des Pinot, des Bardet, des Alaphilippe, des choses comme ça. Donc il y avait quand même des coureurs français qui étaient présents, mais c'était pas forcément au top niveau. Donc je pense que il restera une base slovène, mais pas forcément toujours capable de jouer de la gagne partout, par exemple. Des Sandy Kazar slovènes, quoi. Ouais. En gros. C'est vrai ça, parce que en fait, il y a des histoires de génération. Alors, soit c'est parce que les mecs, ils sont bons intrinsèquement, mais ça, j'y crois pas trop. C'est que je pense qu'à un moment donné, tu as une politique sportive ou au niveau national qui amène beaucoup de coureurs à un bon niveau. Peut-être que la Slovénie, c'est ça. Après, ils sont quand même bons dans tous les sports, sur le ski, avec Tina Mazet. Ben voilà, ils ne sortent pas non plus de nulle part, mais il se peut qu'ils bénéficient aussi d'une politique à un moment donné où on a mis le cyclisme en avant. Et combiné à des mecs extraordinaires, et bien, ça donne une génération dorée. Un peu comme la Belgique avec le foot. La Belgique avec le foot, vous avez une génération dorée, tu n'arrives pas à l'expliquer, mais vous avez une équipe de tarés. Et vous allez, dans 5 ans, vous aurez une équipe de merde parce que c'est le creux et que c'est comme ça. Ouais, la Slovénie, ils ont déjà des grands tours quand même. Ils ont des grands succès au niveau du cyclisme Est-ce que international. nous, on n'a pas réussi? Ah oui, oui. Ils ont 2 tours, ils ont 3 Vuelta, ils ont plein de monuments. Mais c'est pas forcément aussi. Peut-être que dans 5 ans, la Slovénie sera une nation mineure parce qu'il n'y aura pas des. La politique et le fait de ne pas avoir des super coureurs mélangés, elle fait qu'il n'y aura personne. Mais après, ça reste une nation de sport très sulfureuse parce que je crois que le dopage aujourd'hui n'est plus trop organisé en équipe, mais plutôt chez les coureurs individuellement. C'est ce qui se fait, hein, ce n'est pas tellement au niveau équipe. Et on sait qu'il y a des Slovènes dans le lot, puisqu'il y avait le directeur sportif de Bahreïn qui est slovène, qui avait été pris par la patrouille et qui a été blanchi, on ne sait pas comment. On ne sait pas ce qui se passe, mais ils se retrouvent tous en Slovénie pour pédaler. C'est sûr qu'on peut avoir des doutes. Maintenant, si je vous cite des sources françaises, il y a énormément de dopage en France aussi dans le vélo et ça passe à l'as. Donc, ouais. Voilà. Je ne vais pas réagir à ta pique sur le foot parce qu'on n'a pas le temps. Mais tu n'as pas C'est vraiment totalement dommage. tort, mais tu as un peu exagéré. En gros, allez, en 2 secondes, mais vraiment 2 secondes. Hein. On n'aura pas une équipe de merde, mais on aura une équipe entre ce qui était l'équipe de merde avant la génération dorée et la génération dorée. Donc on aura une équipe pour se qualifier pour les grands tournois et ça s'arrêtera là, quoi, je pense. Mais l'équipe de France, c'était pareil. Tu es champion du monde en 98-2000, après tu es une génération de merde et tu reviens 10 ans après. Et pourtant, voilà, des fois tu ne l'expliques pas. La politique n'a pas trop changé, mais tu n'avais juste pas des bons gars au bon endroit. Bon allez, on passe le foot.
Alors, pour vous, qu'est-ce que ça représente le mois d'avril en cyclisme? Alors vous avez un beau mois parce que c'est enfin, bon, évidemment, c'est peut-être très personnel. Moi, je trouve que c'est un fameux mois de cyclisme. Mais malgré tout, je vais vous demander de devoir faire un choix. Vous pouvez parler globalement, hein, mais se centrer quand même sur une chose et ne pas me citer toutes les belles courses qu'il y a en avril, quoi. Quentin, allez, je te donne la parole en premier cette fois-ci. Moi, c'est les Flandriennes. Moi, c'est ce qui m'attire le plus. C'est Paris-Roubaix et le Ronde. Ouais. Voilà. Tout simplement, c'est ce qui me motive le plus. Ah, on te perd. On te perd ou vous me perdez? Parce que c'est les mecs, ils sont dans le dur, quoi. C'est dur au mal. On t'a un peu perdu, mais Ah. Ah, ben c'est la mienne apparemment. Votre connexion Internet est instable. Donc c'est plutôt chez moi. C'est vous qui me perdez, en fait, je pense. Oui, donc ben, ouais, j'ai bien compris. Tu disais les Flandriennes, et ouais, les durs au mal, les courses difficiles, etc. Ouais. Ouais. Oui, je pense La que pluie, avril le aussi. vent, le brouillard. Voilà. Ouais, Tout ça, j'aime. Beaucoup Ouais. plus que les autres qui suivent derrière. Ça me D'accord. hype pas du tout. D'accord. Hugo, toi, tu rapportes avril à quoi alors en cyclisme? Bah, je suis le cyclisme à fond, on va dire, depuis le confinement, globalement, donc depuis le début de la pandémie. Donc pour moi, ça remonte avant, et c'est vraiment Paris-Roubaix. J'ai un souvenir, donc ça va faire 6 ans maintenant, de la victoire d'Eyman sur Paris-Roubaix, justement, la surprise. Il faut pas en parler à la J'aurais mienne de pas dû celle-là. Faut pas en t'inviter. parler. Oh là là. C'est la C'est pire. Il ne le sait premier pas être souvenir de reçu, Paris-Roubaix lui. que C'est j'ai. pas possible. Oui, bon, ben voilà, je t'écoute, je suis bien obligé de l'accepter, hein, je Bah, l'entends. c'est mon premier souvenir de Paris-Roubaix. J'aurais dû venir en juillet, j'ai plus de souvenirs sur le Tour de France. Ouais, ça C'est m'aurait moins déplu, je pense. Ouais, le ok. casse du siècle. Le Ouais, casse du siècle. ouais. En Bah, plus, vas-y, Hugo. il y a celle-là qui me revient, et il y a la victoire de Philippe Gilbert aussi. Il se rattrape. Enfin, les deux où j'ai vraiment l'image en tête, c'est les deux-là. Ouais. Mais ceci dit, je dois accepter que tu parles de ce Roubaix-là parce que, donc moi j'ai noté dans mes notes, avril c'est le cyclisme. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Pour moi, maintenant je m'intéresse à plus de courses qu'avant, mais à la base c'était ça. Moi, c'était le mois d'avril et c'était justement les Flandriennes aussi. Et comme Quentin, ce qui arrivait derrière m'intéressait un peu moins. À part que j'ai une petite affection pour la Flèche Brabantson, je ne sais pas très bien l'expliquer pourquoi, mais voilà, bref. C'est parce qu'elle est encore un petit peu flandrienne, en fait, la Flèche Oui, Brabantson. c'est ça. Ben oui, c'est qu'il y a quelques pavés, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, oui, l'enchaînement, les classiques, machin chouette. Je vais quand même tricher parce que c'est moi qui sois. Donc, moi, je vais dire deux trucs. Un truc, c'est que Liège-Bastogne-Liège, ça arrivait à 5 minutes de chez moi quand ça arrivait à Anse. Donc, fatalement, je ne peux qu'avoir des images dans ma tête quand je pense à avril en cyclisme. C'était les Bourgers, les Bettini, etc. Un plaisir de les voir passer. Mais malgré tout, effectivement, moi, c'est le run qui a toujours été ma course préférée. Et donc, là où je dis que je dois accepter qu'Hugo parle d'Eyman, c'est que moi, le run qui me restera toujours, c'est le 2011, celui qui n'a pas existé pour vous, chers amis français. Et je l'aime pour une mauvaise raison, j'ai presque honte. Je l'aime pour la défaillance de Cancellara, en fait. Pourquoi? D'abord parce que je n'étais pas fan de Cancellara, voilà, ça c'est dit. Mais deux, surtout, fatalement, en tant que supporter belge, Cancellara, c'était l'ennemi, c'était le gars qu'il fallait battre, et il était parti, et j'étais, comme tous, on était persuadés qu'il était parti vers un nouveau solo, il allait lâcher Chavanel, on n'en parlait plus, il avait gagné. Et j'étais prêt à couper ma télé tellement je rageais quoi, de voir ça. Et au moment où je veux appuyer, j'ai la télécommande en main, je veux appuyer, je vois l'écart, paf, 5 secondes en moins et presque d'un coup, 10 secondes, mais ça défilait à une vitesse folle. L'écart a fondu, défaillance terrible. Et du coup, la course qui reprend de son intérêt, et puis finalement la victoire de Neuens, ce que j'aimais bien sans plus, ça, mais c'est vraiment pour ce moment où j'étais prêt à éteindre la télé et où finalement, non, on reste devant et toute la course qui me restera toujours en tête, du coup. Hein. Donc voilà, je suis bien désolé, ce n'est vraiment rien contre Chavanel qui aurait mérité d'en claquer une belle, mais voilà. C'est vrai. Paix à son âme. Alors, un peu, vous allez peut-être me citer la même chose, encore plus en avril, je trouve que c'est encore plus flagrant. La course que vous attendez cette année en avril. Quentin, on va garder le même ordre puisqu'on reste un peu dans le même ordre d'idée. Alors, si faut en Il faut choisir faire le une, choix entre c'est les difficile. deux, c'est ça? Ouais, et ben, je dirais Paris-Roubaix parce que j'ai hâte de voir Van Der Poel gagner. Moi, c'est D'accord. mon. Je pense qu'après ça, je peux mourir tranquille.
D'accord. Bon, reste quand même encore un peu avec nous, mais parce que Non, ça risque mais oui, d'arriver, ça risque d'arriver vite, donc. j'ai vraiment envie que Van Der Poel, et si Wout Van Aert le gagne, je serais très très content aussi. Voilà. En fait, j'ai hâte de Paris-Roubaix pour les voir gagner là-dessus. D'accord. Toi, Hugo? Et ben, ça a vraiment aucun rapport. C'est le Tour de Romandie pour revoir Thibaut Pinot jouer la gagne sur une course World Tour. Parce que j'ai pas été assez fanboy FDJ dans cette émission. D'accord. Ça, c'est intéressant. Oui, mais voilà. On en a, enfin voilà, c'est mon amour pour les Flandriennes qui me fait les Flandriennes et les classiques qui fait que si je pensais pas aux Flandriennes, je penserais à Liège-Bastogne-Liège ou qu'est-ce que je sais. Et c'est vrai que c'est intéressant de se rappeler qu'il y a des courses à étapes, etc., très intéressantes et très belles à suivre. Hein. Ouais. Mais moi, ben, c'est le run, évidemment, parce que je viens de vous dire que c'était ma course préférée depuis toujours. Donc déjà, elle part avec une longueur d'avance. Et ben, donc là, on en a déjà parlé, la présence Pogacar et le retour de Van Der Poel au top et la forme de Van Aert qui est exceptionnelle et le fait que Jumbo ait une super équipe par rapport à avant. Et ça rajoute et ça rajoute et ça rajoute. J'espère juste, parce qu'il me laisse un tout petit peu douter, que Asgreen sera vraiment au top du top, parce que lui, je le mets avec les autres. Franchement, on n'en parle jamais, mais enfin, on n'en parle jamais. Si on en parle, mais pas autant. Ouais, il est sacrément costaud. Ah ouais, lui, je le mets avec les autres s'il est en top forme. Et voilà. Et puis, je vois Pidcock qui fait 3 aujourd'hui. Je me dis, et puis Pidcock, pourquoi pas aussi. Donc, j'ai vraiment hâte. Va être ouvert. Vraiment hâte de voir ça. Ok, je vois qu'on a gazé sur la fin. Donc, le fil rouge, on aura réussi à le terminer dans les temps. Ça, c'est bien. Alors, on va parler un peu, Hugo. Tu aurais bien aimé parler, toi, du classement UCI des équipes. C'est l'année, effectivement, où tout le monde regarde un peu ça. Donc, on peut lancer ça. Si, Quentin, tu dois partir à un moment donné, ben on continuera encore un petit peu à discuter, juste Hugo et moi. Donc, ne te sens pas gêné de partir s'il faut partir. Et je vais te donner la parole en premier, comme ça, on t'entend sur le sujet. Ben voilà, je n'ai pas vraiment préparé quelque chose là, mais j'imagine qu'on va d'abord tourner un peu sur qui est en danger. Quelles équipes, toi, tu vois le plus en danger et peut-être quel coureur peut sauver les équipes qui sont en ballottage, un petit tour d'horizon. Je suis allé sur le site Vélofuté et je fais un peu de promo en même temps, tu vois, pour voir le classement qui était actualisé. J'ai profité, j'ai dit à Titouan, tu vas bientôt le mettre à jour. Je suis en train de le mettre à jour, c'est parfait. Je suis un fainéant, je vais me servir de votre travail. Oui, il y a Titouan qui le met à jour le plus régulièrement. Moi, je le mets des fois à jour, mais c'est vrai que c'est lui qui. Et d'ailleurs, c'est une page qui marche super bien sur le site. Ah ouais, voilà. C'est notre page qui marche le mieux parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Ouais. Et c'est bien parce que ça amène un petit peu d'intérêt au bas du classement, puisqu'en général, les petites équipes, on s'en fout un peu. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir actuellement. Alors, les équipes qui sont en danger, je pense que tout le monde les connaît. Hein, c'est Lotto, Israël, Cofidis, Intermarché. Moi, qui sais que je vois mal, que je vois pas rester en tout cas en World Tour, c'est la Lotto. Parce que honnêtement, à part Caleb Ewan et un peu Arnaud Delis, je ne vois pas des gros coureurs. Quoi. Vélens, on sait que c'est quasiment fini puisqu'il marche qu'en début d'année. Et pourtant, j'adore Lotto. Hein. C'est une de mes équipes préférées, mais je pense qu'ils n'ont pas les armes pour sur toutes les courses, notamment sur les courses à étapes, où ils n'ont pas vraiment de leader. Et je me fais du souci pour Israël, parce qu'honnêtement, Israël, ils ont une équipe qui est vieillissante, ça ne score pas des masses. Ils ont eu la chance de recruter un super coureur, Simon Clark, qui a fait quelques places en début d'année. Mais après, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont personne sur les grands tours. Ils ont Jacob Fulsan qui fait ce qu'il fait, mais ça va être compliqué. Pour moi, c'est les deux équipes qui vont descendre. C'est les deux qui sont descendantes pour l'instant. Donc, je précise pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent aller voir, je peux que conseiller d'aller donc sur le site de Vélofuté pour voir le classement actuel. Mais donc, je précise quand même pour ceux qui nous écoutent, c'est donc les deux équipes qui sont descendantes. Descendantes, je ne sais pas si on peut dire descendantes, mais qui relégables. sont. Ouais, voilà, relégables. Mais voilà, après, je laisserai finir. Mais je pense que Cofidis est beaucoup plus homogène au final. Il peut marcher sur tous les parcours que ne peuvent pas faire Israël et Lotto. Ouais. Et après, Intermarché, s'ils continuent à avoir des résultats plus importants que leur réel niveau, parce qu'au final, je pense que c'est quand même un peu surcoté, mine de rien.
tant mieux pour eux, mais voilà. Pour Je suis d'accord c'est avec toi Bike pour Intermarché, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je me fais beaucoup de soucis pour eux. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait un petit tableau. Attends, que je regarde Intermarché, ils ont 1118 points d'avance sur Lotto. Et je me fais plus de soucis, moi, pour Intermarché que pour Lotto, tu vois. Enfin, Lotto, je me fais du souci pour eux aussi, évidemment, hein, mais je les vois finir devant Intermarché, quoi. Ouais, Intermarché, t'as l'impression qu'ils surfent un peu sur la bonne vague, mais quand tu regardes l'équipe à proprement parler, ça va être compliqué, quoi. Surtout que moi, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que Christophe, il a quand même baissé le palier. Il a pris des points importants, hein. Il arrive à prendre des points, mais j'attendais mieux, moi, de Christophe. Et je comptais beaucoup sur lui pour beaucoup de points, en fait. Pour moi, ça allait être lui qui devait ramener les points. Heureusement, Guilherme explose. J'y croyais, mais peut-être pas à ce point-là. Mais bon, il ne va pas pouvoir prendre tous les points tout seul non plus, hein. Ouais. Voilà ce que je pouvais en dire. Ok, avant que tu partes, moi je voulais aussi réagir sur ce que tu dis sur Lotto. Pour moi, effectivement, c'est une équipe qui est en difficulté et j'ai envie d'y croire. Ils ne sont pas si loin de certaines équipes. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai regardé aussi les points sur 2021. Alors, à titre d'exemple, évidemment, ça n'arrivera pas à un si gros gap, puisque là, on parle de Quick-Step qui était la meilleure équipe. C'est 15 641 points. Et la moins bonne équipe, DSM, 3887 points. Donc, l'air de dire. Enfin, je dis ça pour dire que 12 000 points de différence sur une saison, évidemment, Lotto ne va pas faire 12 000 sur Cofidis et ainsi de suite. Les différences ne sont pas aussi énormes, mais tout ça pour dire que même des équipes qui ont 2 000 points d'avance ou 3 000 points doivent faire attention. Et voilà. Oui, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Quand je vois les points, tu parlais de Deli tout à l'heure, quand je vois les points, j'ai un peu vu sa page, il ramène beaucoup de points, et voilà, une pépite comme ça, un gars qui sort, qui fait une saison du feu de Dieu, peut ramener, et l'avantage, on avait dit Ewan va faire toutes les petites courses, malheureusement, ils n'ont déjà pas de chance avec Ewan, là, Lotto, et pourtant, ils s'en sortent bien sur les points 2022, ils se débrouillent pas mal avec ce qui s'est passé avec Ewan. Bon, ils ont eu Van Gils qui a surpris et qui a ramené des points, mais Deli, lui peut, sur les petites courses, faire une belle razzia. Et moi, tu ne l'as pas cité dans l'auto, alors je sais que c'est plus aléatoire, mais je pense que Campenarts peut ramener quand même pas mal de points. Il m'a l'air, l'année passée, il était quand même costaud. Bon, après, il n'a pas toutes les qualités pour aller sprinter, etc. Mais il était déjà costaud l'année passée et il me semble très, très costaud en ce début d'année. Et ça ne s'arrêtera pas après les Flandriennes, sur le Tour de Belgique et tous des trucs pareils. Je pense qu'il peut rapporter. Maintenant, on est bien d'accord, ils n'ont pas. Par contre, si je compare comme tu le fais avec Cofidis, pour moi, il n'y a pas photo. Cofidis, ils n'auront pas de problème. Izagir a eu des problèmes et malgré tout, Cofidis marche très bien. Et moi, Izagir, je pense que il va ramener son paquet de points aussi. Donc pour moi, Cofidis, malgré qu'ils sont juste au-dessus de la zone relégable, ils ne sont pas vraiment en danger. Je ne pense pas. Voilà, après, je donnerai la parole à Hugo. Moi, je veux juste te dire, donc, voilà, j'ai dit ce que je pensais de l'auto. Israël, je suis d'accord avec toi. Bon, Fuglsang, j'espérais le voir revenir parce que c'est un coureur que j'aime bien, mais voilà. Ils ont Woods, voilà, qui est normalement très bon, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Donc, oui, je suis inquiet pour eux. Intermarché, j'en ai parlé, je suis assez inquiet. Au-dessus d'eux, c'est Bike Exchange. Alors là, il va quand même pas falloir se rater non plus. Ils ont Yates et ils ont heureusement transféré Groenewegen, mais il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose à ces deux-là, en tout cas, ça c'est sûr. Après, ils ont quand même Groves là, qui sprint quand même pas mal. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon. Après, c'est vrai qu'eux, ils n'ont personne. Eux, c'est la... Ça, et le problème de Bike Exchange, qui est aussi pour moi le problème d'Israël, c'est que contrairement à Cofidis ou à Lotto, ils n'ont pas les Coupes de France, les petites courses belges ou les choses comme ça pour aller scorer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et dans le même ordre d'idée, je regardais un peu Movistar et puis je me suis quand même ravisé. Je me suis dit, il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose à Valverde. Et puis je me dis, bon, Mas va quand même, normalement, c'est un métronome, il va ramener des points. Bon, après, j'exclurais quand même pas Movistar. Il faudrait un petit drame, mais. Ah oui, Movistar, ils sont pas bons. Hein. Non, il faut quand même qu'ils fassent gaffe. Quoi, hein. Ouais. Si tu n'as pas Valverde, tu es là, merde. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a encore deux équipes aussi qui. Mais bon, ils ont pris plus d'avance. Hein, mais DSM, je ne sais quand même pas ce qu'il faut en penser. DSM. Heureusement qu'ils ont fait une grosse saison en 2020, oui. Parce que là, depuis, c'est la seule équipe du World Tour qui n'a pas gagné. Oui, et cette année, honnêtement, Bardet est fiable sur les courses qu'il fera normalement, mais moi, je crois que Degenkolb, j'avais encore envie d'y croire un petit peu et pas du tout.
Il y a Craig Anderson qui peut faire des coups, mais à part ça, oui, ça va être difficile. Maintenant, voilà, ils ont pas mal d'avance. Heureusement qu'ils ont de l'avance. Ouais. Et alors, il y a, normalement, eux, quand je vois l'effectif, je me dis ça va, mais pour l'instant, ça ne marche pas du tout. C'est EF, Education First, qui ne fait pas grand-chose non plus. Bel effectif, hein, normalement. Mais bon, voilà, il faudrait quand même que on a déjà vu des bons effectifs où ça ne prend pas pendant toute une année. Donc, Oui, c'est vrai que au final, il y a plein d'équipes qui végètent un peu, on ne sait pas trop. Bah, tu sais, pour tout vous dire, j'ai même regardé Astana, je me suis dit, bah, ils ont Lopez, mais derrière, mais bon, eux, ils ont 4000 points d'avance Voilà, sur le Trek top. aussi, hein. Mais voilà, Astana, c'est un peu comme DSM, ils ont suffisamment d'avance pour ne pas avoir de problème, à part vraiment catastrophe. Ouais. Et tu disais la Trek, la Trek, ils ont encore plus d'avance. Ils ont encore quasi 700-800 points en plus. Et la Trek, je pense, c'est vrai. Moi, la Trek, je me tracasse pas trop, moi. Ah oui, non, Trek, pour moi, il n'y a aucun problème. Non, pas pour cette année, mais je veux dire pour les années futures, attention que voilà, le niveau ne se dégrade pas trop. Ouais. Et voilà. Et après, au-dessus de Trek, on avait Alpecin, eux, pas de souci. En plus, avec Van Der Poel qui est revenu là. En fait, Alpecin, la seule question, c'est est-ce qu'ils ont intérêt à demander à être World Tour? Parce qu'ils sont à peu près assurés. Voilà, c'est une des questions qui est au cœur du classement, c'est est-ce qu'Alpecin va demander à être World Tour, sachant qu'il devrait être la première pro team à chaque fois et qu'il devra avoir toutes les invitations qu'ils veulent. Est-ce que c'est dans leur intérêt ou pas? Parce que s'ils décident de ne pas être World Tour, la 19e place serait bonne pour le World Tour en principe. Donc, ça pourrait potentiellement sauver une équipe de plus. Et c'est une équipe belge qui pourrait sauver une équipe belge. Bon, je ne dis pas que ça jouerait. Hein, mais... Bon, après, qu'est-ce que ça amène le World Tour au final? Parce que pour en avoir échangé avec un coureur de Total Energy, ça dépend pour quelle équipe. La Total Energy, par exemple, ils ne visent pas le World Tour parce qu'au moins, ils choisissent un petit peu plus leur calendrier. Mais on s'aperçoit maintenant que même les équipes World Tour peuvent se permettre de désister. Enfin, en tout cas, oui. Après, des équipes comme Total ou comme Alpecin, ils sont à peu près assurés d'avoir les invitations qu'ils veulent parce qu'ils ont des grands noms, des choses comme ça. Ça leur évite de refuser ou d'aller à des endroits qui leur coûtent une blinde et qui ne les intéressent pas. Mais... Oui, mais maintenant, comme Hugo disait aussi, non seulement ils peuvent, ils sont souvent invités par leur prestige, mais aussi par la nationalité. Total. Moi, je suis pas sûr qu'Israël, ils seront invités sur beaucoup de courses s'ils ne sont pas. Enfin, ici, ils seront invités, mais peut-être pas autant que des équipes françaises. Israël, oui, c'est possible. Comme BNB Hotel. Voilà, ouais. Toi, Hugo, tu devais un peu dire pour qui tu as le plus peur. Les deux, mettons que Alpecin demande à intégrer le World Tour, les deux. Pour l'instant, les deux relégables, c'est Israël et Lotto. Donc, je pense que, d'une part, ce qui a été dit, c'est qu'ils n'ont pas forcément de coureurs pour les généraux. Et ça, par rapport à Cofidis, par rapport à Bike Action, ça risque de faire la différence. Parce que quand tu as un Simon Yates qui peut faire deuxième de Paris-Nice, qui rapporte, je crois, 400 points, quelque chose comme ça. Quand tu as des Izagirre qui peut aller chercher des points sur le Tour de Suisse pour Cofidis, des choses comme ça, ou au Pays Basque, là où c'est ça qui peut faire la différence, je pense. En plus des petites courses que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, les Coupes de France, les choses comme ça. Je pense que Lotto est moins en danger qu'Israël, mais enfin, je sais pas trop en fait. Je pense qu'Israël est la plus en danger. Ouais. Et Lotto, je les vois limite. Ça dépend. Pareil, Bike Action, si Yates il se trouve encore ou des choses comme ça, ils vont vite être en danger pareil. Cofidis, je pense que ça devait le faire, mais... Ouais. Oui, il y a un truc Cofidis, qui me... Tu disais une profondeur de banc. Ah oui. Comme au foot, tu as une profondeur. En fait, chez Israël, tu n'as pas de profondeur d'équipe. En fait, c'est soit tu as tes 8 meilleurs et puis après, tu n'as vraiment personne. Quoi. Et Cofidis, tu as encore même des mecs qui se révèlent un petit peu. Enfin, Walshade, je l'attendais pas si fort. Malheureusement, là, il a été remboursé. Ouais. Walshade, tu as Lafay, tu as Izagirre, tu as Kokar, tu as les Kokar, j'attendais pas si fort aussi. Ouais. En parlant de blessés aussi, chez Cofidis, il y a Renard et Rochas qui auraient pu rapporter des points là. Renard sur les Flandriennes, par exemple, qui sont blessés actuellement, donc qui ne peuvent pas s'exprimer, mais qui auraient pu rapporter aussi des points. Il y a un truc qui est marrant, c'est que personne, aucun de nous trois, n'a cité Arkea. Alors qu'en début de saison, ne me dites pas qu'on n'aurait pas parlé d'Arkea.
On n'aurait peut-être pas dit Arkea, qu'Arkea aurait été descendant, hein, mais on aurait au moins évoqué leur cas. Hein. ils ont fait un tel début de saison qu'ils sont sûrs de monter, je pense. Ah ouais, Maintenant. je pense aussi, la dynamique, elle est là. Et, enfin, ouais, je pense aussi. Ouais, Mm. parce que, Ouais, puis tu as Nero Quintana qui n'était pas à son qui est bien, avantage hein. l'année dernière Ouais. sur les machins. Et au final, on s'aperçoit que c'est toujours un super coureur. Ouais. Ça fait pour certains. Et pareil, Arkea, ils ont la profondeur aussi pour pouvoir marquer. Parce que là, on parle de Quintana, il y a Barguil aussi, mais il y a aussi des coureurs comme Capiot, comme Louvel, comme Connor Swift, des coureurs comme ça qui peuvent faire des coups aussi et rapporter pas mal de points. Ouais. Moi, j'ai juste une dernière question et après, on laissera peut-être partir Quentin. Et puis, je vois que moi, ça s'impatiente tout doucement chez moi aussi. Une question, tu disais, bon, le général, effectivement, ça met beaucoup de points. Yates, deuxième de Paris-Nice. Mais, et c'est une vraie question, je n'ai pas d'avis sur la question. Je n'ai pas assez approfondi le truc. Est-ce que, pour faire par exemple, un grand tour, où tu vas mettre beaucoup de points, mais tu mobilises tes troupes pendant 3 semaines, et puis après, il y a la période de repos, etc. Est-ce qu'on est sûr que ça rapporte plus que toutes des 2, 3e places? Tu parlais d'Hofstetter tantôt, que tout ce qu'Hofstetter peut ramener, par exemple, sur différentes courses d'un jour. Est-ce qu'on est sûr que c'est plus rentable d'avoir un coureur de grand tour qui peut se placer en ordre utile? T'as qu'à voir le classement. De toute façon, tu n'as que des équipes de grand tour quasiment aussi première place, sauf la Quick Step. J'allais dire, sauf la première. Ouais. Mais la première, Voilà, c'est un cas à part, on est d'accord. C'est pour ça qu'Arkea fait pas le Giro pour moi. Au niveau des points, ils ont plus à gagner sur les petites courses qui en même temps, sur le Trobro, sur le Morbihan, sur les courses comme ça qui ont lieu pendant le Giro. Ils ont plus à gagner en points sur ces courses-là que sur le Giro, où dans le meilleur des cas, ils vont faire quoi? Top 10 avec une étape pour Barguil? D'accord, ouais. Pour eux, c'est pas intéressant, je pense. Le Giro, ils peuvent faire un top 5, un top 3 avec Quintana. C'est juste que je pense Quintana, il veut déjà faire la Vuelta, donc voilà, c'est ça. sachant qu'il sera sûrement au Tour, il va pas faire les 3. Mais après, ils n'avaient pas envie d'aller sur le Giro parce qu'ils n'avaient personne à placer, dans le général. Donc, Voilà, ça n'intéresse pas. Ils préfèrent gagner les petites courses, oui, par exemple. Donc, donc on peut imaginer effectivement que les programmes, fatalement, c'est pas qu'on peut imaginer, c'est certain, vont être un peu dictés par ces impératifs de points, en tout cas pour les équipes concernées. Autre question dans la même logique, est-ce que vous pensez qu'on va voir pendant les courses des marquages comme ça entre les différentes équipes? Est-ce qu'on n'a pas... Moi, j'ai pensé un peu à ça et j'ai une petite peur qui est peut-être totalement infondée. Déjà, on avait peur de perdre une place au classement général d'un grand tour. Avant ça, est-ce qu'on ne va pas être encore plus défendre une 7e place ou une 6e place et ainsi de suite? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut nuire? D'un côté, ça peut apporter quelque chose s'il y a une course dans la course, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi de l'attentisme à cause de ça et que ça peut nuire au spectacle? D'un côté, c'est sûr, de l'autre, ça va pousser aussi des équipes. C'est ce qu'on voit c'est ce qu'on a vu avec typiquement Arkea sur Kurn, où ils en mettent 3 dans les 7 premiers. C'est aussi, là, c'est une arrivée au sprint, mais ça pousse aussi à avoir des stratégies qui sont différentes, qui sont plus offensives pour tenter d'avoir plus de points. Donc, ça peut être un désavantage comme un avantage. J'avais vu sur le forum du groupe Eto un exemple qui disait, imaginons qu'il y ait un coureur de Cofidis qui soit avec Wellens dans le final d'une des Canadiennes, où le Cofidis, il a aucun intérêt à rouler, il n'est pas dans les 10 de son équipe. Est-ce lui, il n'aurait pas intérêt à s'aborder pour éviter que Wellens ramène trop de points à l'auto? C'était des questions comme ça où... Ouais, ça risque, je suppose que ça risque d'arriver des situations pareilles. Qu'est-ce que tu en penses, Quentin? J'en pense que j'ai pas d'idée parce que je sais pas si c'est le calcul est rapidement faisable comme ça quand tu es DS. Je pense que tu as envie de gagner, tu as envie de jouer le panache, tu as envie d'aller chercher des victoires et peut-être qu'en fin d'année, ça pourra avoir son importance, mais là, je ne pense pas qu'ils calculent tout ça pour l'instant. Je pense qu'en plus, Arkea, mettre les 3 dans les 7, c'est pas OK, c'est pour marquer des points UCI, ça c'est normal, mais c'est leur seule chance peut-être de réussir parce que même en mettant un train pas possible, ils sont sûrs de ne pas gagner. Donc, ils tentent à 3, ils font 3 placés. Et les victoires rapportent plein de points. Donc, ils ont tout intérêt à jouer la victoire pour jouer les points. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans le calcul aujourd'hui, mais peut-être qu'on va y venir. Ça risque d'être plus tendu sur la fin de saison. Parce que là, c'est très resserré. Là, c'est très resserré. C'est peut-être à
Ah ouais, en septembre, octobre, quand ça se joue à 100 points d'écart, 200, là, ça peut se jouer à une place près, ouais, c'est sûr. Ouais. Et voilà, je vais plutôt vous remercier d'abord pour votre participation. Vous avez évidemment été à la hauteur de vos prédécesseurs, mais je n'en doutais pas. Meilleur. Oui, je te le dirai en off. Je peux pas là, hein, mais en off, je te dirai. Non, blague à part, ouais, non, bah, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. J'espère qu'on prendra plaisir à nous écouter également. Et de toute façon, on continue à échanger régulièrement sur Twitter. Moi, c'est un bonheur, Twitter, en fait. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'avais coupé ou pas au montage, mais les réseaux sociaux, c'est une plaie, et même Twitter aussi. Mais ça a aussi un énorme avantage, c'est que ça, voilà, moi, ça m'a mis en contact avec des gens comme vous et avec plein d'autres, une même passion, le respect, tout ça. Enfin, et parce que autour de moi, j'ai pas énormément de personnes dans la vie réelle qui s'intéressent au cyclisme. Donc, pouvoir trouver son bonheur comme ça sur les réseaux sociaux, c'est super, quoi. Et je remercie de nouveau, on va croire que je fais le faillot, mais je remercie de nouveau Vélo Futé parce que finalement, à part Hugo, qui ne vient pas du tout de Vélo Futé, mais sinon les autres, tous ceux que j'ai rencontrés, c'est surtout dans la communauté Vélo Futé, on a commencé à discuter ensemble, donc ça m'a permis d'avoir des contacts. Et puis après, il y en a qui se greffent, mais ben voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire de plus en plus de connaissances. Ah oui, j'ai oublié, je le glisserai dans le montage, j'ai oublié de vous dire, restez attentifs, là, il y a le run d'intemporel qui est prêt. Je vais le publier ce soir. Donc, je sais que Hugo, il avait fait son équipe, notamment sur Milan-San Remo. Donc, sois au taquet, tu vas pouvoir faire ça. Et j'espère que je vous aurai fait plaisir avec mon choix d'équipe. Je ne vous le dis pas, vous le verrez sur le net. J'espère que je vous ai fait plaisir. T'as mis des Français? Allez, je le dis en exclu, je le mettrai peut-être pas dans la vidéo. J'ai une équipe française, mais là où ça fait mal, c'est que j'ai pas de Français dans l'équipe française. Donc c'est une structure française, et je vais même te dire. Anti-français. Allez, si je te dis, vous allez trouver tout de suite, si je vous dis une structure française, et j'ai réussi à faire une équipe pour le Rund, donc qui est bien taillée pour ça, pour les pavés, qu'avec des Belges dans cette structure française. Cofidis. Bien sûr. Ils m'ont vendu du rêve. Ils m'ont vendu du rêve, tous les Belges de Cofidis. Van den Broek, Matane, Neuyens, enfin, toute la clique. Famille. Ouais, Skerlings, tous, quoi. Bah, bien sûr. Voilà. Moi, j'aimais bien Van den Broek, j'étais grand fan. Ouais. Ah, talent extraordinaire. Ouais, enfin, voilà. Ouais. Je vais vous laisser sur ce. Ben, grand merci donc encore une fois pour votre participation et on se capte. Merci. Ça va. Allez, bonne fin de journée. Enchanté, à la prochaine. Enchanté Hugo. Merci des avis. Et merci d'être aussi sympa envers la communauté Vélo Futé. Ah, ça va, c'est fou, tu arrives à dire un truc sans me vanner en fait. Non, mais je pensais pas que ça pouvait arriver. Ok, allez, on se capte, à la prochaine les gars. Salut. Ciao, merci. Salut.